être optimiste tout le temps, c'est tout aussi débile que être pessimiste tout le temps. Ne jamais se plaindre, c'est débile. Je te disais tout au début, après avoir vu l'intervention de Thierry Ardisson, je sens que j'ai plus le droit de me plaindre. Mais bien sûr que si, mon pote. Il faut se plaindre de temps en temps. Quand c'est la merde, c'est la merde. Il faut le dire, tu vois, il faut le sortir. 3e épisode de récidive de cancer dans la bouche. Ça sentait le sapin, clairement. Et à ce moment-là, il y a eu j'ai une espèce de prise de conscience. Il y a une voix dans ma tête qui me disait, écoute Christophe, si tu n'arrives pas à t'exprimer à l'oral, à dire ce que tu veux pas, ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas, tu vas y rester. Et tu as le droit de déprimer, c'est cool. Franchement, c'est super et honnêtement, tu as de bonnes raisons. Tu as de bonnes raisons de déprimer. Tu as de bonnes raisons de ne plus avoir envie, de ne plus avoir d'espoir. Je comprends. Je comprends parce que je suis passé par là plein de fois. Et c'est normal, c'est ok. Donc ça sert à rien de te culpabiliser sur le fait que nanana, tu devrais pas. Si, tu as le droit. Et ceci étant dit, à un moment donné, il va falloir te bouger le cul. Il va falloir arrêter de croire que tu es tout seul, que tu vas pas y arriver. Et c'est simple, appelle à un ami. Tu vois, c'est comme appelle quelqu'un, partage et va chercher de l'aide. En premier lieu, j'ai regardé du coup l'interview que tu avais fait chez Thierry Ardisson. Et je me suis dit, non, mais après ça, en fait, j'ai plus aucune raison de me plaindre, tu vois. Et parce que c'est vrai que tu décris tout ton parcours et tu as un parcours avec beaucoup de bas et beaucoup de choses où certaines personnes pourraient se dire non, mais c'est totalement la fin. Et toi, tu as réussi à rebondir par-dessus. Et je me suis dit, mais non, mais après ça, en fait, j'ai aucune raison de me plaindre. Il faut vraiment que je l'invite pour qu'il partage du coup sa vision de la vie, tout simplement. Peut-être te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais aussi. Enfin, moi, je te laisse du coup la parole. Du coup, je te laisse à toi. Ça marche, bon, c'est cool. Salut, moi je m'appelle Christophe Bichet. Je travaille comme coach de vie et comme conférencier. Ça, c'est dans la partie pro. Et puis, dans la partie perso, j'ai une particularité, c'est que je suis atteinte d'une maladie génétique rarissime qui m'a fait passer par plein de problèmes de santé qui sont assez lourds, avec une espérance de vie limitée, plein de cancers et tout, de greffe de moelle. Et en parallèle à ça, j'ai fait une carrière, par contre, dans la grimpe. Mon premier amour, entre guillemets, c'est vraiment l'escalade et c'est ce qui m'a sauvé un peu de cette posture d'une personne malade, quoi, parce que j'avais vraiment tout du malade parfait, tu vois, avec les guillemets. Et en fait, le fait de grimper, le fait d'être dans cette communauté qui aime l'extérieur, qui aime les échanges un peu bruts, qui aime un peu le risque calculé et puis le grand air, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Voilà. Et comment ça t'est venu, du coup, cette passion pour la grimpe, finalement? D'ailleurs, on peut te voir, attends, j'ai une petite photo où tu grimpes, là, on peut voir comme si je partage comme ça. On voit que tu grimpes, t'es en train de grimper le truc. Avec le Mont Blanc derrière et tout, ça c'est c'est vers les rues du Midi, c'est une très 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 belle voie. Comment ça m'est venu En fait, il y avait un terrain déjà propice parce que mes parents faisaient déjà de la montagne et quand on allait en vacances, on faisait des activités sportives, quoi, tu vois, on faisait des descentes de rivière en canoë-kayak, on faisait de la rando, on faisait de la grimpe, donc le terrain était là. Mais ce qui a déclenché, je pense, c'est que vers 12-13 ans, en gros, après cette période un peu rock'n'roll qui a été la greffe de moelle osseuse, j'ai passé 1 mois et demi dans une bulle stérile. Mais à l'époque, c'était vraiment chaud parce que j'avais une chance sur 4 de sortir vivant de la bulle, sans parler de toutes les complications après. Donc j'étais un peu secouée. Enfin, j'ai eu toute une période dans mon enfance qui était vraiment dure. Et en fait, après ça, j'allais grimper dans la forêt de Fontainebleau avec mes parents parce qu'on habitait à ce moment-là dans la région parisienne. Et puis un jour, je réussis à passer un rocher que mes parents n'arrivent pas à passer. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être une activité dans laquelle je ne suis pas trop mauvais, parce que mon estime de moi et ma confiance était en chute libre, tu vois. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé à vraiment adorer ça.
pensais qu'à ça, j'étais obsédée par la grimpe, tu vois, par progresser, par passer les paliers, les niveaux et tout et tout. Et c'est quoi que tu aimes dans cette fête finalement de grimper? C'est le fait de se dépasser finalement, c'est ça? Ben, en fait, je pense que j'aime tout. J'aime tout. J'aime le fait d'être à l'extérieur. J'adore le fait de me dépasser. J'aime le fait que c'est un sport collectif. C'est-à-dire que ma réussite, quand je grimpe en falaise et qu'il y a quelqu'un qui tient la corde, s'il n'y a pas quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et qui tient cette putain de corde, j'y vais même pas si tu veux. Donc il n'y a que moi qui grimpe, mais n'empêche que je ne peux pas grimper s'il n'y a pas quelqu'un, une personne vivante en qui je remets entièrement ma vie. Quoi. Tu vois, je lui dis, tiens, je te donne ma vie, elle est entre tes mains. Et c'est littéral, tu vois, c'est pas une métaphore. Quoi. Donc il y a vraiment tout ça. Et puis, ouais, évidemment, le dépassement, le fait d'aller chercher de plus en plus le petit détail au niveau du placement de la main, du pied, etc., au niveau de la respiration, enfin, ça fait vraiment tout travailler, ça fait beaucoup bosser le mental aussi, et puis tout ça dans des paysages à couper le souffle, quoi. C'est vraiment trop bien. Alors de temps en temps, tu te pelles les miches parce que tu as froid, et puis de temps en temps, il se met à pleuvoir, puis de temps en temps, il fait trop chaud, alors, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment l'aventure. Et tout ça, ça me plaît. Ouais. En fait, c'est ce qui t'a permis du coup d'aller de l'avant avec tout ce que les médecins t'ont annoncé plutôt. Pour résumer, du coup, ce qu'ils t'ont annoncé, d'après ce que tu disais sur Alisson, finalement, c'était un enchaînement en finale de cancer, de récidive, tout ça, et au final, tu as réussi à passer dessus en fait. Comment tu as fait finalement pour pas être au final dans ta chambre et te déprimer? Peut-être que tu as eu un moment comme ça aussi, mais on sent que il y a eu quelque chose, tu as eu un déclic. C'était quoi ton déclic finalement pour aller de l'avant sur tout ça? Ouais. Voilà, la question était très longue, j'avoue. Alors, attends, vas-y, répète-moi. Première En une question. phrase, ok, en une phrase, c'est comment tu as fait pour aller de l'avant sur tout ce qu'ont annoncé du coup les médecins finalement, qui n'était pas forcément rigolo. Ouais, c'est clair. Écoute, en une phrase, je pense qu'il y a une partie de moi qui leur a dit fuck. Voilà. Je ne les ai pas vraiment écoutés. Il y a une partie de moi qui a choisi de ne pas y croire. Et du coup, je me suis construit d'autres challenges à côté qui venaient contrebalancer les challenges que je subissais avec la maladie. Et je pense que fondamentalement, ça m'a permis de continuer d'aller de l'avant. Et je pense que j'ai vraiment ça en moi depuis toujours, quoi. Même s'il y a plein de périodes, je ne vais pas te mentir, où j'étais au fond du trou, j'ai été dépressif, j'ai failli me faire interner dans un hôpital psychiatrique à un moment donné, parce que j'étais pas bien du tout, quoi. Donc je me suis fait aider, je me suis fait accompagner, j'ai fait une thérapie, j'ai fait beaucoup de choses, quoi. Mais le fond du truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une annonce à la con, du genre, bah, t'as un cancer, là, il te reste 6 mois à vivre, là, ben, il y a une partie de moi qui disait non. Qui disait non, je te crois pas. Vas-y, dis-le moi encore, mais ouais, c'est ça. Finalement, le côté optimiste, finalement, trouver du positif dans ce qui t'arrive. Tu as réussi à trouver ça. J'ai réussi à trouver ça, mais pour le coup, tu vois, cette phrase un petit peu bateau qui est de c'est important d'être optimiste ou tu as trouvé du positif dans ce qui t'est arrivé, ça, tu le fais après coup. Sur le moment, tu es dans tes émotions, tu patauges un petit peu et tu as juste des chemins à prendre, quoi. C'est une espèce de grosse décision un peu brute, comme ça. Et ensuite, après coup, tu fais un peu le travail de dire, bon, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté, tu vois. Mais sur le moment, t'es dedans, quoi. Tu dois te manger une grosse baffe, finalement. Tu t'y attends pas, quoi, tu vois. Ben ouais, donc tu relativises un petit peu après. Mais sur le moment, faut simplement décider de pas trop se laisser aller, tu vois. Un petit peu oui, mais moi j'ai toujours su que si je restais trop longtemps dans ma propre misère de ah, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, puis de toute manière j'y arrive pas, puis de toute manière ça va se terminer comme ça, puis patati et puis patata, voilà.
bah, je sais que si tu restes trop longtemps, à un moment donné, tu n'en sors pas. Et plus tu y restes, plus c'est dur de te remettre en selle et de te dire, bon allez, t'arrêtes de te raconter des conneries, tu as des envies, tu as des rêves, oui, non, et puis tu y vas, quoi. Et justement, dans la conférence que tu fais encore, je pense, tu parlais du coup que tu connaissais des personnes qui étaient un peu dans le même cas que toi, mais qui n'arrêtaient pas de se plaindre et qui, au final, ils n'ont pas eu un sort très positif, au final. Ouais, effectivement, ça c'est terrible, c'est très vrai. J'ai croisé tellement de personnes qui ont cette même maladie ou alors des personnes qui ont des pathologies un peu différentes. Et j'aime leur poser cette question-là, tout simple, qui est qu'est-ce qui te branche, de quoi est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui t'excite en ce moment, quoi, qu'est-ce qui t'enthousiasme, pour sentir un peu quelle est la pulsion de vie derrière. Et de manière statistique, toutes les personnes qui me répondaient par leur peur, moi j'ai peur de ci, j'ai peur que les cancers reviennent, et puis là je sais pas si mon médecin il m'a demandé, enfin, qui parlent de leur peur, quoi, à tout bout de champ. Toutes ces personnes-là, elles sont décédées aujourd'hui. Il n'y a pas une qui est vivante aujourd'hui. Donc c'est une expérience très personnelle et il n'y a pas d'objectivité là-dedans, tu vois. Mais moi, personnellement, ce que j'en ai retenu, c'est que se plaindre trop tout le temps, c'est-à-dire dire et ne penser et raconter à tout le monde que ce qui ne va pas, que ce dont on a peur, ça va au cercueil, ça va à la tombe, direct. Au final, ça attire le négatif, c'est ça, au final, si je comprends bien, si je peux en déduire ça, quoi, ou pas. Ouais, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des prédictions autoréalisantes. Et si tu imagines le pire, effectivement, c'est naturellement ce que ton cerveau, ce que toute ta personne va attirer de plus en plus, sans le savoir, quoi. Tu vas t'auto-créer cette propre réalité. Ce qui est con. Est-ce que ça marche aussi avec l'optimisme? Finalement, se dire je suis fort, je suis beau, tu vois, dans le miroir. Alors, oui. La loi d'attraction, tout ça, comme on entend, quoi. Ouais. Pas du tout. Alors moi, tous ces mots-là me font un petit peu... Mais c'est très vrai, ouais. Évidemment que c'est vrai. C'est vrai, c'est clair. Alors le mot optimisme, mais ce qui m'embête, moi, c'est le côté polarité, parce que être optimiste tout le temps, c'est tout aussi débile que être pessimiste tout le temps. Ne jamais se plaindre, c'est débile, d'accord? Et ça, c'est un des effets néfastes, d'ailleurs, qu'ont eu certaines de mes interventions. Je te disais, tout au début, après avoir vu l'intervention de Thierry Ardisson, je sens que j'ai plus le droit de me plaindre. Mais bien sûr que si, mon pote. Il faut se plaindre de temps en temps. Quand c'est la merde, il faut le dire, tu vois, il faut le sortir. Juste avant notre interview, là, j'étais avec une cliente et c'était la première séance. Et le seul truc qui en est ressorti, c'était ça. Je lui dis, tu as plein de raisons de te plaindre et tu t'autorises pas à le faire. Fais-le. Fais-le. Il faut que ça sorte. Il faut que tu le vives, quoi. Parce que quand c'est dur, c'est dur. Et il faut le dire. Le problème, c'est qu'on ne fait que ça. Mais il faut un peu des deux, tu vois. Sinon, c'est du fantasme et ça marche pas. C'est parce qu'après Ardisson, tu ne t'autorisais plus à te plaindre, c'est ça que tu disais? Ou j'ai pas compris. Ouais. C'est ça. Okay. Alors tu te fouettais en mode ah, je me suis plaint, du coup c'est pas bien, c'est ça? Ouais, un petit peu. C'est un petit peu débile, mais tu vois, moi, dans ma famille, on a cette espèce de moi j'appelle ça la maladie du suroptimisme, mais tout le monde veut toujours montrer le meilleur. Et on dit tout le temps, oui, non, ça va, t'inquiète, tout va bien, etc. Alors qu'en fait, c'est la merde, quoi. Ça marche pas, quoi. Tu vois, il faut un peu des deux. C'est du lâcher prise, finalement, ce que tu es en train de me dire, au final. On pourrait le ranger dans la case de lâcher prise, il y a plein de manières de le dire, mais moi, je le raccroche à cette super métaphore de la grimpe, et c'est ce que je partage dans toutes mes conférences, d'ailleurs. C'est pour grimper, tu as besoin de t'accrocher à l'optimisme, à tout ce que tu veux. Et à certains moments, tu as aussi besoin de lâcher, d'abandonner certains trucs et puis de tout balancer, quoi. Tu as besoin de t'accrocher, mais il faut aussi lâcher la prise pour aller en choper une autre. Tu as besoin des deux.
Bah, justement, ça me rappelle du coup la dernière fois quand je t'avais demandé, justement, pareil, j'étais pas bien, j'étais face à un mur et je t'ai posé la question, comment tu fais toi quand tu es face à un mur, parce qu'on a l'impression que t'es jamais confronté à ça, quoi. Et tu m'as répondu, à ton avis, qu'est-ce que je fais, quoi. Et au final, t'étais pareil aussi ça t'arrivait d'avoir une situation semblable, quoi, où pareil, tu avais le droit de te plaindre finalement. Du coup, ça m'a fait penser à ça aussi. Ah, mais ça, c'est un truc de dingue, mais ça m'arrive tout le temps, quoi. Ça m'arrive tout le temps. Encore là, il n'y a pas longtemps, là, mais j'étais pas bien parce que, c'est pas que je me déprimais, mais je recherchais où étaient mes envies, tu vois, ma motivation, le sens de ma vie. Et parce que j'ai été bousculée, quoi. Tu vois, en décembre dernier, j'ai eu un cancer de la gorge. Au même moment, enfin 3 jours après l'annonce, j'ai ma fille qui est née. Et puis on était en train de déménager, on est passé de Paris à la montagne, donc c'est passé tellement de trucs que j'ai été bousculée. Et donc j'ai eu une période de flottement, quoi. Et j'étais pas très bien, il y avait des hauts, il y avait des bas. Et c'est important que les personnes le sachent aussi, quoi. Forcément, ça arrive. Et c'est pas grave que ça arrive, c'est normal. Normal. C'est vrai, quand on s'intéresse un peu à tout ce qui est développement personnel, on voit certains gourous sur YouTube ou Facebook qui disent que tout va bien, on les voit, ils sont toujours au top. Même sur Instagram, on voit qu'ils sont toujours au top de leur forme, et ça peut être un peu contre-productif, quoi, de voir ça, quoi, tu vois. Ce que tu dis, justement. Ouais, non, mais ça crée vraiment une image polarisée de comment est-ce que ça devrait être. Mais en fait, mais c'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça. Et le seul truc, c'est la seule différence, parce que tout le monde vit des moments difficiles, quoi. La seule différence, c'est que y en a qui vont rester là, et puis il y en a d'autres qui vont se relever à chaque fois. Ils vont dire, bah non, ok, c'était dur, d'accord, je me suis plaint, d'accord, j'en ai chié et tout, mais c'est pas grave, je recommence. Je reprends mon baudrier, mes chaussons de grimpe, mon sac à magnésie, et puis je recommence à grimper, quoi. J'y retourne. Ça joue au mental, quoi, c'est ça que tu es en train de dire, finalement. Évidemment. Évidemment, ça joue au mental et puis au courage, surtout. Je pense que vraiment avoir du courage, le courage de se dire, j'ai déjà essayé 15 fois, mais c'est pas grave, je vais retenter. Et ça demande du courage, quoi, tu vois. Tout le monde me dit, non, mais tu vas te planter, tu n'y arriveras jamais. Bon, j'y vais quand même. Ça demande du courage, quoi, tu vois. Qui c'est qui dit ça? C'était proche ou des gens peu négatifs? Oh, il y a eu plein de situations. Tu vois, typiquement, lorsque j'ai commencé à dire un jour j'aimerais bien devenir conférencier. C'était une époque où j'avais du mal à parler parce que j'avais plein de cancers de la bouche. Et donc, je parlais un petit peu comme ça parce qu'on m'avait coupé la langue et tout. Enfin, c'était un peu la charcuterie, quoi. J'étais timide. J'arrivais pas à m'exprimer convenablement devant une personne, tenir une conversation. Ça me faisait peur de proposer mes idées, c'est-à-dire de dire vraiment ce que je pensais. Enfin, bref, j'étais loin, quoi. Là, j'arrive, je dis oui, j'aimerais bien être conférencier un jour. Alors, évidemment, tout le monde condescendant autour de moi m'a dit oui, c'est une très bonne idée, Christophe. Mais je sais que dans le fond, voilà, quoi. Ça me rappelle, moi, du coup, ancien timide, tu vois, qui n'osait pas prendre la parole en public, même en classe, tu vois, et même là, faire des interviews comme ça, pour moi, c'était impensable, tu vois. Du coup, ça me rappelle, ça me fait cette image de moi, tu vois, en mode, c'est vrai que au final, ça se joue au mental, quoi. On veut y aller, on y va, même s'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore, mais on y va, quoi. On bourrine et on s'améliore comme ça, quoi, finalement. Exactement, quoi. Tu y vas quand même. Mais c'est cool que ça fasse écho à l'expérience chez toi aussi, parce que j'espère vraiment que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et je suis sûre que ça va faire écho aussi avec des situations que toi, la personne derrière l'écran, tu es en train de vivre peut-être. Et c'est ça qui est important. C'est de dire, oui, tu peux recommencer, tu peux retenter, tu peux t'y remettre. Vas-y, go, quoi. Et ce paradoxe de grand timide, ça vient d'où? Parce que tu disais que tu étais un grand timide. En plus de ça, on t'a coupé la langue, et j'ai l'impression que maintenant, une fois qu'on t'a coupé une partie de la langue, tu parles comme si que tu as toujours parlé comme ça, finalement. C'était aussi simple pour toi, tu vois. C'est un peu un paradoxe, tu vois. Comment tu peux expliquer ça, du coup? Le méga paradoxe, mais le paradoxe, c'est
c'est la vie, hein. C'est pas pour rien, il y a un grand coach dans la francophonie qui a appelé sa dernière boîte la boîte du paradoxe ou un truc comme ça. Et c'est important d'être à l'aise avec ça. Ouais. On n'est pas logique, si tu veux. Donc, on n'est pas des personnes logiques, quoi. Les êtres humains, ils sont émotionnels, et donc oui, c'est pas normal, c'est pas logique, mais c'est comme ça. T'avais une rage, tu voulais plus faut prendre toi de le faire finalement, et t'as passé ça, c'est ça? En fait, il s'est passé quand même un petit déclic, oui, c'est que c'était en 2008, lorsque j'ai eu, c'était le 3e épisode de récidive de cancer dans la bouche, ça sentait le sapin, clairement. Et à ce moment-là, il y a eu j'ai une espèce de prise de conscience. Il y a une voix dans ma tête qui me disait, écoute Christophe, si tu n'arrives pas à t'exprimer à l'oral, à dire ce que tu veux pas, ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas, tu vas y rester. Et donc, tu vois, et vraiment pour moi, c'était évident. Il faut que j'arrive à m'exprimer. Il faut que j'apprenne à dire qui je suis avec l'oralité, parce que j'avais réussi à le faire avec la musique et puis avec l'escalade, à dire qui j'étais en tant que personne, donc par le corps, par les émotions avec la musique. Je joue du piano et puis du violon, j'ai fait le conservatoire, mais pas avec l'oralité. Et donc, c'est ce 3e cancer-là qui m'a mis un gros coup de poing dans la tronche, quoi. Est-ce que tu as pris des cours après de prise de parole ou de rééducation au niveau de la parole, ou comment ça s'est passé finalement? Ou alors tu as été en mode bourrin et tu l'as fait et ça l'a fait? Je pense que j'ai fait beaucoup de choses différentes. La première action que je me suis dit, c'était une période où chaque mois, je me mettais un petit challenge. Et ce mois-ci, le challenge, c'était lorsque je vais acheter mon croissant, je parle plus fort à la boulangère, avec plus de volume. Et j'ai commencé juste avec ça, avec parler plus fort, pour que les gens m'entendent. Parce que souvent, on me faisait le reproche que, tu peux répéter, hein, on t'entend pas, Christophe. Monte le son, tu vois. Et j'ai commencé par là, tout simplement. Et après, oui, j'ai pris des cours, je suis allé dans une école d'art oratoire, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait beaucoup de choses, quoi. Mais ça a commencé par ce petit challenge à la con, tout simple. Tu parles de l'hypnose, comment ça t'est venu du coup de te former à ça, à l'hypnose? Quelque chose qui t'intéressait, ou tu avais vu des films et tu t'es dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, c'est marrant parce que l'histoire de l'hypnose, c'est que j'ai toujours été aussi passionnée par la magie. Je fais du close-up depuis très longtemps, donc la magie de la proximité. Et il y a eu une époque là dans ma vie, d'ailleurs autour de 18, 22, je traînais dans une espèce de cercle magique underground à Paris qui est ouvert que pour les initiés de 1h à 4h du matin. Enfin, voilà. C'était marrant, et puis j'ai toujours entendu dans ce milieu-là parler d'hypnose, enfin de mentalisme d'abord, et puis après d'hypnose. Et donc ça m'a intriguée, ça m'a beaucoup intriguée. Et j'ai commencé à me renseigner sur Internet, j'ai vu quelques vidéos, puis un jour, je me suis dit, je vais à la FNAC. Je le raconte dans l'interview de Thierry Ardisson, là. Et j'ai acheté le plus gros livre du rayon sur l'hypnose. C'était écrit hypnose en gros sur la tranche, et j'ai pris celui-là, et j'ai commencé comme ça. Et il s'est trouvé d'ailleurs qu'une des écoles les plus importantes en France était à 10 minutes à pied de chez moi. Donc, je suis allé les voir, j'ai fait un stage d'auto-hypnose sur un week-end, et puis c'est comme ça, petit à petit, que je me suis formé. Et l'envie d'ouvrir ton cabinet par la suite, c'était comment ça t'est venu du coup? Ben, c'est venu un peu naturellement parce que j'étais diplômée, et puis c'était un challenge aussi pour moi de recevoir des personnes. Et au début, j'étais mauvais, hein, je te le dis. J'étais pas bon, je flippais, j'étais pas du tout authentique. Tous les travers, je les avais tous. Tu vois, tout ce qu'il faut pas faire, j'ai fait. Comme tout au début, comme on commence finalement. Exactement.
Voilà. Je suis tombée sur des profils que j'aurais pas dû prendre, qui étaient plutôt de l'ordre de la psychiatrie, etc. Mais n'empêche que j'y suis allée. Voilà. C'est quoi, c'est l'hypnose thérapeutique ou une hypnose de spectacle comme on voit genre Mesmer, tout ça? Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'hypnose thérapeutique dans le cadre de l'accompagnement, donc soit de la thérapie, soit de la psychothérapie, soit du coaching, de l'accompagnement lorsque les gens vont déjà bien, tu vois. Et j'ai fait un peu d'hypnose de spectacle, je me suis formé à ça, mais c'était pas mon truc, tout simplement. Voilà. C'était pas du tout mon truc. Donc, ouais. Et après, tu as eu un parcours de développement personnel. Comment ça t'est venu, du coup, même le fait de vouloir être coach par la suite? Comment ça t'est venu, tout ça? Rien. Ça m'est venu, je dirais, tout aussi naturellement parce que je sais pas exactement comment ça m'est venu ou à quel moment est-ce que ça s'est déclenché, mais en fait, depuis longtemps, j'aime cette idée d'aller voir ce que les personnes font, ce que les personnes font bien. Et j'assistais déjà à des masterclass dans le monde de la magie, avec des magiciens vraiment, vraiment connus à l'époque. Et donc, j'avais déjà pris cette habitude, tu vois, d'aller chercher à la source un peu qu'est-ce que font les meilleures personnes dans ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que, assez naturellement, lorsque j'ai commencé à pratiquer, à faire de l'hypnose, je pense qu'il y a une personne qui m'a parlé de Anthony Robbins, et donc je suis allée voir, et puis de fil en aiguille, comme ça, tu fais des stages, des machins, à droite, à gauche, quoi, tout simplement. Et puis j'aime bien l'idée d'aller piocher un petit peu partout pour sentir ce qui se passe dans la société, dans ce monde-là. Ça j'aime beaucoup, tu vois, de mettre une espèce de petit thermomètre, un baromètre, et puis pour sentir un petit peu l'énergie des personnes, les différents courants, je trouve ça intéressant. Le fait de vouloir aider les autres aussi, ça rentre dedans ou pas du tout? Alors ouais, ça rentre un petit peu dedans, mais ça c'est très classique, hein, pareil. Au début, j'ai voulu aider des personnes, surtout parce que moi j'avais besoin d'aide. Et donc, lorsque je me suis rendu compte, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider, j'ai fait une thérapie, psychothérapie, j'ai testé plusieurs choses, plusieurs approches qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que, je sais pas si on peut dire que j'ai dépassé cette envie d'être le sauveur, tu vois. Je suis pas. Je pense que personne, honnêtement, peut dire de soi-même, oui, j'ai dépassé ça, tu vois. Mais en tout cas, j'ose espérer que maintenant je le fais pour des raisons beaucoup plus terre à terre et simples, c'est-à-dire je le fais et pour moi et pour l'autre. Et on en parlait justement avant de commencer l'interview, que tu as ouvert un nouveau cabinet là. Est-ce que tu peux en dire plus? Comment ça t'est venu et pourquoi ouvert un cabinet en physique aussi, quoi? Ouais, alors le cabinet en physique, déjà, en fait, ça fait longtemps moi, que je fais d'accompagnement, ça fait plus de 10 ans. Le premier cabinet que j'avais ouvert, c'était à Paris. C'était chez moi, j'avais fait des travaux dans mon appartement pour qu'il y ait une partie de chez moi qui puisse être dédiée que à ça. Et en fait, pendant le confinement, comme on a déménagé, j'ai mis cette activité en présentiel, entre parenthèses, et j'ai tout fait à distanciel. C'est-à-dire que j'ai continué de faire de l'accompagnement, mais avec Zoom, avec des outils comme ça. Et là, ça faisait quelque temps que j'avais besoin de trouver un lieu, en fait, ça me trottait un petit peu dans la tête, j'avais besoin de trouver un lieu tranquille dans lequel je puisse travailler, parce qu'avec la petite fille qu'on a eue à la maison, ça commençait à être compliqué de trouver vraiment des plages horaires de 3-4 heures d'affilée en étant vraiment peinard, quoi. Et il y a une occasion qui s'est présentée, et donc j'ai trouvé ça trop cool. Le lieu est extraordinaire, les gens sont cool. Tu vois, il y a du bois derrière moi, il y a du lambris un peu partout, donc ça me convient très bien. J'ai dit oui, et voilà. J'ai l'impression que, pour résumer, ta vie, ça serait ça, c'est plutôt des occasions qui se sont présentées, tu as dit: «Allez, c'est parti, je le fais». C'était pas, je veux dire, tu avais pas prédit ça depuis 10 ans, tu vois? J'ai l'impression que c'est un peu comme ça ta vie, quoi, finalement. Alors ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a plein de... Il faut le dire, il y a pas mal de périodes d'attente un petit peu, de latence comme ça, où je cherche, tu vois, je cherche comme ça, et puis il y a un moment donné
Il y a un truc qui se présente et ça fait sens et je me dis, allez, go, go. Et en fait, souvent, ça match des envies qui sont très profondes, tu sais. Et ces envies qui sont très profondes, moi je les travaille évidemment, moi, avec d'autres personnes, avec d'autres coachs. Et, mais je les recherche activement, mais je ne suis pas un bourrin. Je ne suis pas dans la case bourrin. Tu vois, je ne suis pas celui qui va se dire, allez, je fais 4 vidéos par jour pendant 3 ans et je ne ferai pas une seule journée, quoi, tu vois. Donc, je me laisse beaucoup de flexibilité, beaucoup de marge, parce que je trouve que la vie, elle est précieuse et que j'ai besoin de m'éclater aussi, j'ai besoin de partir en montagne, j'ai besoin d'en faire qu'à ma tête. Et il y a plein de périodes, j'en branle pas une et ça me convient très bien, tu vois. Bah, il y a le fait d'être authentique. Je sais que pour avoir travaillé avec toi aussi sur ton site internet, j'ai trouvé que tu étais une personne très authentique, tu vois. En plus, tu me disais dès le début, ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui veut devenir multimillionnaire, tu vois, je fais mon truc comme ça et ça me va, tu vois. Et au final, je trouvais que tu étais quelqu'un de très authentique, finalement. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est sympa d'avoir ce retour de ta part. Ouais, c'est important. C'est cadeau. Je prends. Merci. Non, c'est vrai, c'est que tu te prends pas la tête, quoi. Il y en a il y en a peut-être ceux qui ont ton niveau, qui font des conférences pour des grands groupes comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se prennent un peu plus la tête, tu vois. Toi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, quoi. Tu te prends pas trop la tête, finalement. Tu me diras, il n'y a pas de raison, tu me diras. Non. Et puis, moi, je suis très content qu'il y en a qu'il y ait d'autres personnes qui se prennent la tête, qui prennent des chemins un petit peu différents. Et il y en a qui sont plus dans l'action, sur le continu. Il y en a qui sont plus dans choper la bonne opportunité. Et finalement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de meilleur. Il faut vraiment que chaque personne trouve ce qui lui correspond le plus. Et souvent, on n'accepte pas qui on est, parce qu'on a l'impression qu'on devrait être comme telle personne, comme tel conférencier, comme lui, comme elle, qui fait tel type de com et tout. Et le piège, c'est là. Le piège, c'est vraiment ça, quoi. C'est de ne pas accepter son propre fonctionnement naturel. Et pour ça, il faut faire un peu d'introspection ou comment ça se passe? Je pense que pour ça, tout seul, c'est très difficile. Ouais. Ouais. Tout seul, tu vas forcément avancer. Parce que toutes les informations, elles sont là si tu veux. C'est pas ça le problème. Tout est là, gratos, sur YouTube, sur vidéo, sur toutes les plateformes, tu vois. Tout est là. Mais on est des êtres sociaux et à un moment donné, pour qu'il y ait un truc qui se passe profondément, il faut que ça vibre avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un échange, quoi. Et moi, je pense que la vie, c'est pas moi avec moi-même, c'est avec les autres. Donc, et ça, ce genre de déclic, ça se concrétise avec d'autres personnes, quoi. Et il faut absolument se faire accompagner. Moi, je suis à 200% pour que les personnes, si elles veulent avancer plus vite, si elles veulent vraiment faire un pas, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas soi-même avec soi-même, comme ça, dans la nuit. Il y a une partie, c'est ça, mais il y a une autre partie, faut être avec quelqu'un, quoi. C'est clair. Quand tu parles d'accompagnement, c'est tout type d'accompagnement ou un accompagnement spécifique? Non, je parle de manière très, très, très large. Okay. Bah ouais, c'est comme un grimpe. Si tu veux, la métaphore, tu peux très bien faire du solo, c'est-à-dire sans corde, sans harnais, sans aucune protection. Tu peux, c'est possible. Et oui, tu vas progresser, oui, tu vas apprendre. Mais ta courbe de progression, elle est plus lente, hein, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu fais un pas de travers, tu tombes, tu es mort. Et c'est juste que c'est plus simple d'être avec quelqu'un. C'est plus simple, c'est plus fun, c'est plus amusant, ça va plus vite de grimper avec d'autres personnes. C'est tout. Donc être accompagné finalement. Donc être accompagné. Et évidemment, ça ne veut absolument pas dire être chaperonné. Tu vois. Moi, comment dire, je dis ça à toutes les personnes, c'est dans mon cadre de début d'accompagnement quand les personnes font un ou l'autre de mes programmes là sur plusieurs mois. Une des premières règles pour le cadre, c'est il faut que tu comprennes que ce qui t'arrive, je m'en bats les couilles. Parce que c'est pas ma vie, quoi. D'accord? Ça, c'est un niveau. Et c'est très important que tu comprennes.
À un autre niveau, évidemment, je suis à fond avec toi. Et je veux que tu réussisses et je veux que ça se passe bien, d'accord? Mais c'est toi le patron de ta vie, c'est pas moi. Quand tu dis je m'en bats les couilles, ça peut choquer. C'est peut-être l'histoire qui se raconte, tu t'en fous, c'est peut-être ça, en général. En fait, non, c'est que là, je le dis de manière un petit peu brutale parce que je pense que les mots tabous, ils sont importants parce que ça permet de faire passer des idées très claires avec juste 2-3 mots. Et je ne le dis pas toujours comme ça, évidemment, hein, d'accord. mais je le dis toujours d'une manière très brute, comme ça. Une sorte d'électrochoc, quoi, pour faire réagir, finalement. Ah bah ouais, complètement. Parce qu'ils doivent comprendre que je suis avec eux, mais je ne peux pas grimper à leur place, tu vois. Moi, je suis là pour les assurer, pour les rassurer, pour leur donner quelques indications et tout, pour les aider. Mais je ne peux pas grimper à leur place, quoi, tu vois. Je ne vais pas tirer la corde pour les faire monter. Ça, c'est hors de question. Sauf s'ils me le demandent, parce qu'il y a un passage qui n'arrive vraiment pas à passer. Est-ce que Christophe, finalement, être accompagné, c'est pas le secret pour réussir ses projets? Question que je me pose. Ah, bah... Ou est-ce qu'on peut réussir seul aussi? Ça peut être l'inverse. Bah, d'une certaine manière, y a des personnes qui réussissent entre guillemets seules, mais elles ne peuvent pas dire honnêtement qu'elles ont réussi seules. Parce qu'elles sont allées piocher à droite et à gauche, parce qu'elles ont fait des rencontres décisives, parce qu'elles ont écouté un truc sur un podcast ou dans une conférence ou dans un événement, dans un vernissage. Elles ont fait la rencontre d'une œuvre d'art qui les a... Il s'est passé un truc, donc il y a une rencontre. Donc c'est jamais seul. Et donc, toi, tu as pu réussir seul ou pas du tout? Moi? Non, seul. Mais laisse tomber. Moi, j'ai la chance d'avoir. Je ne sais même pas comment le dire, tellement il y a de personnes qui m'ont. Qui m'ont influencé à leur manière. Enfin, j'ai choisi d'être influencé par elles, de me laisser être influencé par elles. Et il y en a. Mais ça continue tous les jours, quoi. Même tous mes clients m'apprennent énormément sur moi-même. Et il n'y a pas de règle, quoi. J'ai pas de trame en tête. Non, seul, jamais je pourrais dire ça. Impossible. Même si, in fine, c'est moi qui décide ou pas. C'est vrai, quand on commence un projet, entrepreneuriat ou autre, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire tout seul. Et au final, je me rends compte avec le recul que c'est impossible, quoi. On ne peut pas arriver jusqu'au sommet si on n'est pas accompagné, quoi. On prend la main qu'on nous tend, quoi. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a un truc que je trouve vraiment triste et que j'observe, que j'ai encore observé ce matin parce que j'avais un coup de téléphone là, et une personne qui me dit qu'elle va pas bien, etc., patati patata, je lui tends la main, je lui propose quelque chose, elle me dit oui, et en fait après par message, est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais. Et puis après par message, elle me dit en fait non. Et elle veut pas aller creuser. J'ai essayé de la relancer, les ponts sont coupés, tu vois. Alors que c'était une main tendue, quoi. Et elle a décidé de ne pas la prendre. Et je lui souhaite tout le meilleur. Mais il y a une partie de moi qui est un petit peu triste parce que je me dis, c'est trop con. Elle va devoir en chier encore quelques années avant de se prendre une grosse baffe. Et quand elle n'en pourra plus, là, elle va dire, bah ouais, je vais me faire accompagner. Mais c'est dommage. C'est qu'elle n'était pas prête, quoi. Elle attend le déclic, peut-être. Elle n'était pas prête, au final. Ou pas. Je pense qu'elle était prête, parce que pour moi, elle avait tout. Mais elle-même a décidé, elle n'a pas eu le courage, et c'est ses peurs qui l'ont emportée, tu vois. Elle a été drivée par ses peurs. Le mec a été drivé par ses peurs. Et ça, c'est terrible, quand c'est la peur qui l'emporte versus le goût de la vie, quoi. Le goût de l'aventure. Ça, c'est triste. Enfin, moi, je trouve ça triste.
Bah, surtout les peurs, quoi. C'est un vaste sujet. On pourra en faire des heures de vidéos, quoi. Super intéressant. Mais pour changer de sujet, du coup, sinon on va être emporté sur les peurs. Quand on te voit sur les réseaux sociaux, on te voit, tu grimpes partout, tu fais des randonnées et tout. Au final, est-ce que si tu es dans un endroit où tu fais rien du tout, ou est-ce que si tu fais rien toute la semaine, est-ce que tu t'ennuierais finalement? Tu es un peu hyperactif finalement, Christophe. Ben, je pense que c'est l'image que je renvoie, mais en vrai, je suis pas vraiment hyperactif. Et il y a des périodes, mais tu vois, par exemple, j'aime regarder des gros blockbusters américains à la con sur Netflix. Le soir, il y a plein de périodes, je fais ça tous les soirs, quoi. Avec ma compagne, on adore, quoi. Tu vois, avec des gâteaux apéritifs et tout, enfin, le cliché du canapé et tout, voilà, quoi. Et il y a des périodes aussi où je travaille pas, quoi, où je fais pas forcément du sport, et ça me dérange pas, quoi, ça me va. Si tu prends du temps pour toi, c'est ça? Parce que je prends du temps pour moi, et puis parce que c'est plus important pour moi d'être à l'écoute de ce dont j'ai vraiment envie, plutôt que de me forcer pour aucune bonne raison. J'ai besoin qu'il y ait du sens, quoi. Et s'il n'y a pas un minimum d'envie, s'il n'y a pas un minimum de sens, bah, j'y veux pas et puis ça me dérange pas. Tu vois, typiquement, la grimpe, là, ça fait, je pense, ça fait au moins 1 an que je grimpe plus. Ou quasiment pas, quoi. Parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir besoin. Et j'ai tellement d'autres sujets et d'autres challenges à escalader dans ma vie que l'escalade ne me manque pas. Et ça me dérange pas du tout. Mais pas du tout. Du tout. Et je sais qu'un jour, ça va peut-être revenir et tout, parce que c'est mon sport de cœur, quoi, tu vois. Mais ça me dérange pas du tout de faire une pause de grimpe pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 2 mois. Voilà. T'écoutes tes envies au final. Oh oui. Et si par exemple tu as envie de t'isoler, tu vas partir t'isoler ou pas du tout? Ouais, je vais faire de mon mieux pour le faire. Ouais. De temps en temps, j'y arrive pas parce que c'est pas toujours évident de faire exactement ce que tu as envie de faire, tu vois. Mais la plupart du temps, je fais vraiment de mon mieux pour coller à mes envies. Voilà. On va faire un petit jeu. Est-ce que tu aimes les petits jeux, Christophe? Moi, j'adore les jeux. Voilà. Est-ce que tu crois au hasard ou pas du tout? Pas vraiment. J'ai une liste de mots devant moi. Tu vas me dire un nombre entre 0 et 31. Et associé à ce nombre, il y a un mot. Et on va voir où est-ce que le hasard t'amène. Ok. Entre 0 et 31 ? Ouais, c'est ça. Okay. Alors, 27. C'est la perfection. Est-ce que ça te parle, ça? Ou pas du tout, je trouve que ça te parle pas du tout. Ben, si, ça me parle parce que pendant très longtemps, j'avais cette pression de... Je savais très bien ce à quoi je voulais aboutir et j'y arrivais pas, donc ça m'énervait. Et je me flagellais parce que je savais que j'avais des compétences, que j'avais la capacité pour, etc., mais je le faisais pas. Donc, ouais, ça me parle dans ce sens-là. Et là, j'ai abandonné ça et j'ai mis vraiment l'envie en number one. L'envie et le sens. Et les tripes, tu vois. Quand tu faisais les choses et tu voulais que ça soit parfait, c'est ça? Ouais. Et si c'était pas parfait, tu te fouettais parce que c'était pas parfait? Je me fouettais et puis du coup j'abandonnais ou alors j'allais pas au bout. Enfin, et puis je me fouettais. Enfin, j'étais pas content de moi parce que je savais que je n'utilisais pas mon potentiel à plein régime. C'est un genre de phrase hyper culpabilisante quand on dev perso. Voilà. Est-ce que finalement la perfection c'est un obstacle à la prise au passage à l'action finalement? Écoute, je pense que le mot en tant que tel, oui, parce qu'il est très connoté. L'idée de vouloir faire mieux à chaque fois, ça c'est vraiment cool, tu vois. Mais le mot perfection, il est dans notre inconscient collectif européen, il est très connoté et donc à mon avis, ouais, c'est un obstacle. Ouais. Il faut le mettre à la poubelle. Il faut vraiment le mettre à la poubelle. Dans ce cas-là, comment on fait? On travaille sur les peurs, c'est ça, avec toi? Bah,
Ça peut être ça. Ça dépend de où est-ce que tu en es. Mais... Il y a un travail sur les peurs, je veux dire, à faire si on est trop perfect. Ou alors un travail sur le lâcher prise. Je sais que tu n'aimes pas ce mot lâcher prise, mais est-ce que c'est peut-être travailler sur ça? Bah, honnêtement, ce serait très très dur à te dire parce que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend du du contexte. Il n'y a pas de rêve, quoi. Ouais. Dans mes premières interviews, je demandais aux gens, aux personnes que j'interviewais, c'était quoi leurs 3 clés pour réussir. Mais là, du coup, j'ai changé. Du coup, c'est quoi les 3 clés pour ne pas réussir selon Christophe Pichet? Alors, les 3 clés pour ne pas réussir, ce serait un... Putain, elle est dure ta question. Hein. Ce serait... Je suis content, je te fais réfléchir un peu là-dessus. Ouais. C'est bien. Merci beaucoup, les deux. C'est cool. Je pense que ce serait, pour être sûr de ne pas réussir, il faut surtout que tu te dises que tu es quelqu'un de pas bien. Ça, déjà, ça, c'est vraiment important. Tu vois, que tu te répètes à longueur de journée que tu es vraiment une personne pas à la hauteur, pas digne d'être aimé, avec pas beaucoup d'estime. En plus, ton histoire le montre, le prouve à cause de tes parents et tout. Ça, c'est important de se le dire, tu vois. Se dire que tu as vraiment... t'as tout pour être malheureux, quoi. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Clé numéro 1. Ensuite, du coup, la clé numéro 2, c'est surtout, tu te compares. Ah oui, ça, c'est vachement important, ça. Vas-y, compare-toi, mon pote. Ah ouais. Regarde des vidéos sur YouTube et tout, et puis fais la comparaison. Vas-y. Allez. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et là, tu vas comprendre à quel point tu es une merde comparé à tous les autres. Ça t'est arrivé, ça, au début, de te comparer? Bah, bien sûr. Mais encore maintenant, je le fais de temps en temps. Hein. Soyons clairs, hein. Tu vois. C'est comme ça, hein. Je reste un être humain. De temps en temps, je le fais beaucoup moins qu'avant, pas avec la même intensité, avec le même niveau de... Tu vois, mais si je suis vraiment honnête, de temps en temps, je le fais. Hein. Voilà, c'est pas grave. Et donc, la comparaison, et puis tu m'as dit 3. Alors, tu te compares, et puis après... Ouais, et puis surtout, ça c'est bien. Le 3e truc, tu dis que comment dire, c'est bien que tu écoutes tes peurs, c'est qu'elles ont raison, donc il ne faut pas y aller. D'accord? Donc écoute-toi toujours sur toutes tes peurs, ça c'est bien. Et puis, s'il y a des mains tendues, il ne faut surtout pas les prendre, c'est louche. Ouais. C'est que quelqu'un veut te soutirer quelque chose, quoi. Voilà. Donc, surtout pas les mains tendues. C'est toujours louche, les mains tendues. Donc, pour résumer, te dire que tu es quelqu'un de pas bien, est-ce que c'est en rapport avec l'estime de soi, finalement? Oui, évidemment. Tellement. C'est la base, hein. Donc, avoir une sale estime de soi, quoi, finalement. Voilà, avoir une sale estime de soi. Pour la reformulation, mon cher Ludo. Se comparer aux autres. Et enfin, j'ai noté ne pas prendre les mains qui te tentent, quoi, écouter ses peurs. Voilà, ça c'est bien ça. Ouais. Genre, pareil, ça va être la peur de pas y aller, quoi. Ou la peur de déplaire aussi. La peur d'être rejeté aussi. Tout ça, toutes ces peurs, quoi, finalement. Toutes. Ouais. On les prend tous, on les écoute. Ouais. On les écoute, on est attentif et on se fait confiance, on n'y va pas. Merci pour ces conseils. Je pense que ouais, c'est une bonne idée de les suivre si on veut aller droit dans le mur, quoi. Du coup, pour rebondir sur le fait de droit dans le mur, comment est-ce que tu fais, toi, quand tu es face à un mur, tu te sens bloqué? Et justement, on en parlait au début. Comment tu fais pour peut-être regarder par-dessus ou faire demi-tour à un moment peut-être que... Ok. Alors, il y a plein de réponses à cette question parce qu'elle est très large, évidemment.
Mais la première chose, c'est que j'accepte qu'il y a un mur devant moi, quoi. Alors c'est facile à dire et tout, mais concrètement, ça veut dire que je le dis, je dis les émotions qui vont avec, ça me fait chier, j'y arrive pas, j'ai l'impression de stagner, pourquoi j'ai l'impression d'être une sous-merde. Tu vois, je le dis. Je le dis pas toute la journée, je le dis pas pendant 6 mois, mais je le dis, je le partage quand même à une personne de confiance qui me connaît bien. Pour valider le fait que j'en suis là et que je sais pas quoi faire. Et après ça, une fois que je sais que ça a été entendu, que je l'ai libéré quelque part, tu vois, que j'ai libéré toute ma merde intérieure, là, je commence à faire le travail de prépa mentale, c'est-à-dire que je me dis comment je peux faire pour m'imaginer trouver une solution à ça. Et ça commence par de l'imagination, j'insiste vraiment là-dessus. Donc de temps en temps, je me fais des séances à moi-même de ce que j'appelle de thérapie symbolique. Donc je me mets dans une espèce d'état de méditation d'auto-hypnose et puis je me dis, bah tiens, à quoi ça ressemble mon mur, tu vois, typiquement. Et il y a une image qui me vient et je me dis, bon, bah, tu fais comment maintenant avec ce mur-là? Et tu vois, je le fais d'abord dans ma tête. Je le fais d'abord dans ma tête parce que si dans ma tête, il se passe rien, que même dans ma tête, je n'ai pas de début de commencement de solution, dans le concret, ça va être compliqué. Donc, je commence toujours dans mon petit cervelet. Et j'essaie de m'imaginer comme si j'allais au-dessus, par-dessus, je traversais le mur, je le déglingue, je le défonce, tu fais ce que tu veux, mais voilà, ça commence par là. Puis après, les actions, évidemment. Encore une fois, le mental, quoi. Bah, ouais, parce que c'est de là que tout part, quoi. Ça vient des croyances, ça vient des trucs, c'est vraiment profondément ancré en toi. Donc, si tu crois que le mur, tu vas jamais le passer, même dans ta tête, bah, tu peux faire toutes les actions que tu veux, hein. Ça va servir à rien. Est-ce que tu as un message à faire passer pour des personnes qui vivraient peut-être la même situation que toi ou que tu as vécu et qui se retrouvent justement, ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas trop comment le prendre et peut-être que pour eux, le déprimer, c'est la solution unique qui existe. Est-ce que tu as un message à leur faire passer, du coup? Ouais. Écoute, si c'est ton cas, pas toi, Ludo. Non, c'est pas mon cas, mais c'était pour que ça parle aux personnes du coup qui t'écoutent et qui disent ah mais ça me fait penser à moi, quoi, tu vois. Ouais. Donc si c'est ton cas, déprime et tu as le droit de déprimer. C'est cool. Franchement, c'est super et honnêtement, tu as de bonnes raisons. Tu as de bonnes raisons de déprimer. Tu as de bonnes raisons de plus avoir envie, de plus avoir d'espoir. Je comprends. Je comprends parce que je suis passé par là plein de fois. Et c'est normal, c'est ok. Donc ça sert à rien de te culpabiliser sur le fait que nanana, tu devrais pas. Si, tu as le droit. Et ceci étant dit, à un moment donné, il va falloir te bouger le cul. Il va falloir arrêter de croire que tu es tout seul, que tu vas pas y arriver. Et c'est simple, appelle à un ami. Tu vois, c'est comme appelle quelqu'un, partage et va chercher de l'aide. Va chercher une personne, que ce soit un pote, que ce soit tes parents, que ce soit quelqu'un que tu connais pas, que ce soit de la musique, que ce soit l'art, peu importe, mais va chercher de l'aide. Reste pas tout seul. C'est tout. Et si la personne est toute seule, comment elle peut faire? Ben, elle va se débrouiller pour pas être toute seule. Et honnêtement, ça peut aller se connecter avec une personne décédée, avec un livre, avec tout et n'importe quoi, hein. Vraiment. Mais avec un ami imaginaire, peu importe. Mais il faut aller se connecter avec autre que soi, pour s'oublier un peu soi-même, pour se mettre dans une dynamique différente, dans une ambiance différente. C'est ça qui est capital. Parce que si tu restes dans ta propre ambiance tout le temps, c'est ok un temps, mais à un moment donné, il faut sortir de là, quoi.
Changer l'environnement au final, c'est ça que si je comprends bien. Ouais. Un environnement un peu plus optimiste, ouais, plus positif en tout cas. Différent. Différent, ouais. Pas forcément plus positif, hein. Parce que de temps en temps, le déclencheur, c'est justement d'aller se reconnecter avec des personnes qui, comme toi, ont les mêmes problèmes et puis se plaignent toute la journée. Et peut-être que l'étape d'après, ça va être cette prise de conscience de dire, mais en fait, là, eux, ils vont rester là 10 ans, quoi. Lui, là, ça fait 20 ans qu'il nous parle de son problème qu'il n'arrive pas à traverser parce que son père est mort et tout, qu'il a l'impression qu'il lui doit des trucs. Moi, je veux pas ça. Donc, pas forcément dans un environnement positif ou optimiste. Ok, bah en espérant que ça puisse inspirer ou semer des graines dans la tête des personnes qui nous écoutent. C'est le but en tout cas. J'avais une question dans le reportage du coup, qui est disponible sur ton site où on voit tout le parcours de ta vie. Il y a les médecins, ils savent pas trop quoi te dire ou quoi t'annoncer, ils sont encore un peu flous. Est-ce que c'est encore le cas ou ça a changé du coup? Ah, c'est une très bonne question. La plupart des médecins maintenant, ils savent pas quoi dire parce que je suis déjà hors statistique depuis longtemps. Donc, quand les dernières fois que j'aurais posé la question, c'était il y a quelques années, et ils m'ont tous dit, écoute, Christophe, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment pas parce que t'es un cas qui n'est pas du tout dans les stats. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans les stats, qui ont cette maladie, qui ont eu une greffe de moelle osseuse qui est dans les sorties vivantes, qui a eu un cancer dans les sorties vivantes, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. En fait, tu es déjà hors stat, donc on ne sait pas. Donc voilà ce qu'ils me disent. Pour eux, c'est un miracle quoi, d'avoir été jusque-là, c'est ça? Ben, je ne sais pas ce qu'ils pensent parce que je ne suis pas dans ouais. Mais en tout cas, moi ça m'arrange qu'ils ne fassent plus de projection sur moi, tu vois. Ouais, okay. Donc, je me sens libre d'imaginer un peu ce que je veux. Et donc, je sais que je suis aux commandes, pour le coup. Et ton rapport à la mort, il est comment, du coup, dans ces cas-là? Il est, comme pour tout, il est variable, il fluctue. Mais je suis très, très à l'aise avec ça, pour le coup. Parce que je suis en contact de ça depuis que j'ai 5-6 ans. Donc, je connais autour de moi peut-être 20-25 personnes proches qui sont déjà décédées. Donc, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'habitude. Et donc, par phénomène de conduction, quoi, je suis à l'aise avec le sujet. Et je m'en sers comme un autre levier d'inspiration, de motivation. Et puis, je sais que dans tous les cas, la mort en tant que telle n'existe pas, en fait. Elle existe pour les autres. Quand moi, je ne serai plus là. Mais pour moi, la question ne se pose pas. Parce que tant que je suis vivant, je suis vivant. Est-ce que ça te permet de relativiser sur certaines choses qui t'arrivent et du coup, peut-être de te dépasser encore plus? Ben, ça m'aide dans les questionnements parfois, ouais, où je me dis, écoute, si la semaine prochaine, on t'annonce que tu as encore un autre cancer et qu'il y a des métastases et que c'est généralisé et puis que, voilà, il te reste 2 mois, est-ce que globalement, bah, tu sentiras que tu es content de toi, quoi, que tu es content de ta vie, que tu es heureux, malgré tout? Et de temps en temps, la réponse est ouais. Et de temps en temps, la réponse est en fait non. Donc ça m'aide à réajuster mes actions dans le quotidien. Je m'en sers comme ça, mais c'est à peu près tout sinon. On va du coup, c'était mes dernières questions. J'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose du coup? C'est la question que je pose maintenant à la fin. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé qu'on parle? Peut-être des sujets qui te passionnent plus? Tu parlais de la musique tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on aborde? Bah là, comme ça, j'ai envie de dire non, rien. Ouais. on a fait le tour. Ouais, t'as été extraordinaire, t'as été magnifique de ton questionnement. C'est cool. Et oh, c'est bien, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. De manière, tout ce qui est fait est parfait, quoi. D'abord. Hein. Après, le feedback.
Et la musique, juste pour finir sur ça, la musique, tu disais que tu faisais du piano. Comment ça t'est venu, la musique? Ça te permet aussi de communiquer avec tes émotions, c'est ça? En fait, oui, depuis tout petit, depuis aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours voulu faire du violon. C'est un instrument qui m'a toujours fasciné lorsque j'étais tout petit. Et au début, mes parents ne voulaient pas, donc ils m'ont mis d'abord au piano. Donc, j'ai commencé par le piano. Et après, 2 ans après, j'ai fait du violon aussi. Et donc, voilà, j'ai fait tout le parcours en piano et violon. Et au début, ça m'a aidé à expérimenter mes émotions et à les exprimer un peu plus librement. Et aujourd'hui, j'utilise vraiment comme ça. Je joue essentiellement du piano. Le violon, il reste plus souvent dans la boîte. Et le piano, je m'en sers pour m'amuser, pour tester, pour apprendre aussi, parce que c'est comme pour tout en vrai. Tu vois, la grimpe, je me sers de la grimpe comme métaphore, mais n'importe quelle personne peut choisir la métaphore de ce qui l'intéresse dans la vie. Tu vois, tu peux faire des liens dans tous les domaines. Et le piano, tu vois, quand je suis au taquet, Tout à l'heure, là, j'étais un petit peu énervé ce matin, et donc à la pause déj, là, quand je suis rentré chez moi, j'ai joué du Rachmaninoff. J'étais un peu vénère, quoi. Donc, je commence à jouer le premier concerto, là, où ça bourrine un peu, quoi, tu vois. Il y a d'autres moments, je joue plus du Bach, ou alors un peu voilà, des musiques de film, des trucs comme ça, quoi. Ça dépend de l'ambiance du moment. Ouais, ça me parle ce que tu me dis, ça fait écho parce que pareil, moi je me suis mis à la guitare et pareil, ça me permet du coup de me défouler aussi. Donc des fois, quand j'ai besoin de lâcher, tu vois, bah, je suis là en train de gratter à fond et ça me permet du coup, ça me fait du bien. En tout cas, ça me parle. Ouais, c'est cool ça. Ouais, il faut y aller à fond. Hein. Tout ce qui permet de vraiment vivre l'émotion, il faut y aller. Très bien. Bah, écoute, on a fini l'interview. Je vais juste avant de finir, du coup, ça va être ton instant promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Christophe, et comment on fait pour prendre, du coup, si on veut prendre un rendez-vous avec toi, Alors, pour être accompagné avec Christophe Pichet. Comment faire? Dis-moi tout. La première chose à faire, c'est qu'il faut en avoir envie. Parce que j'en ai marre d'avoir des appels de personnes qui sont motivées, qui me racontent leurs problèmes, et puis à la fin, ils disent ah non, finalement, je peux pas. Donc il faut en avoir envie, honnêtement. Tu vois, ça c'est le premier truc. Moi, j'ai pas de temps à perdre. La vie est précieuse, le temps est précieux. Et si c'est simplement pour écouter, non merci. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir un psychologue ou une personne comme ça. D'accord ? Sinon, pour les autres, il y a un site internet, christophebichet.com, et là-dessus, voilà, il y a tout ce que... Ça s'affiche là. Ouais, le site internet, wesh. Il est bon, Ludo, il est bon. Voilà. Terminé d'ailleurs grâce à Ludovic, ici présent. C'est lui qui l'a terminé. Merci beaucoup. Je n'ai pas fait grand-chose, on a collaboré ensemble, c'est tout. Ouais. Ne te minimise pas, mon cher. Ça fait beaucoup. Tu sais, je sais que je mette les coups de pied aux fesses pour que ce soit terminé. Donc, ton site, si on veut prendre rendez-vous avec toi et avoir plus d'informations, on va directement sur ton site. Est-ce qu'on peut te retrouver ça à d'autres endroits? Oui, alors principalement pour les réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram et LinkedIn pour plus les conférences. Et voilà. Et ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des périodes où je poste pas mal, comme là en ce moment, et il y a des périodes parce que je n'ai pas envie, parce que ça me fait chier, parce que j'y vois pas le sens, je poste rien du tout. Et c'est normal. Voilà, parce que je le fais à ma sauce. Reste authentique, quoi. J'ai une question avant de finir. Encore ma dernière question, c'est quoi est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui viennent te voir avec un problème? Est-ce que peut-être qu'il y a un problème type des personnes qui viennent te voir ou pas du tout? C'est éclectique, quoi. C'est assez éclectique, mais globalement, c'est des personnes qui sont dans une transition de vie. Soit une transition professionnelle, qui ont envie de partir de leur boulot, mais qui manquent de confiance en eux, ou qui ont une estime d'eux-mêmes un peu branlante. C'est des personnes qui ont entre 25 et puis 50, quoi. Et c'est des personnes qui fondamentalement savent qu'elles ont envie de donner quelque chose au monde. Elles ont envie d'apporter un truc, elles sentent qu'elles ont un truc à l'intérieur, mais ça a du mal à sortir, quoi.
ça coince un petit peu, mais dans le fond, elles savent qu'il y a de la force, qu'elles ont envie de donner, qu'elles ont envie de faire quelque chose qui a du sens, quoi. Voilà, ce serait ça. Donc, Et tu es là pour les accompagner et leur poser les bonnes questions, c'est ça ton travail? je suis là pour les accompagner, pour leur poser des bonnes questions. Je suis là pour qu'elles fassent vraiment pour qu'elles fassent sauter toutes leurs histoires à la con qu'elles se racontent depuis longtemps. Donc toutes leurs croyances pourries qui étaient peut-être valables il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui, il faut les mettre à la poubelle. Et avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup de cash. Je crois qu'il y a un moment donné, la vraie manière de respecter quelqu'un, c'est de lui dire, c'est d'être franc, c'est de projeter qu'il est capable de comprendre. Il ou elle est capable de voir la vérité en face. Tu vois, donc je suis en même temps très bienveillant, très très gentil, tout seul, je parle méchant, mais par contre je fais pas ce cadeau. J'y vais franchement. Top. Bah, merci beaucoup Christophe Bichek, que vous pouvez retrouver sur les réseaux et sur le site internet. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, cette interview qui est aussi disponible au format podcast. Du coup, on est en vidéo sur YouTube, mais aussi on est en podcast. Et Christophe, je te laisse le dernier mot. Le mot de la fin, c'est pour toi, si tu as quelque chose à dire pour clôturer ça. Bah déjà, merci beaucoup Ludo. C'est rare que les personnes préparent aussi bien les interviews. Je te le dis sans être bizarrement gentil, c'est vrai, pour en avoir fait pas mal. Tu poses des bonnes questions, tu es au taquet, tu rebondis et c'est un plaisir pour moi, égoïstement. Donc merci beaucoup. Et puis dernière chose, les amis, à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, mais accroche-toi mon pote, délicatement à ce qui est essentiel pour toi. Accroche-toi délicatement. Et le reste, tu laisses béton. Laisse tomber tout le reste. Merci, à très vite. On termine avec la vidéo de la fin. Du coup, Christophe est là. Du coup, on termine cette vidéo là. Ciao. Salut. Ce truc-là. On se dit que c'est pas possible. Et quand on le voit le faire, on peut le faire en fait. Il a une technique, une gestuelle. Et puis son poids, il a un rapport pas puissant. Je crois qu'il fait 34 kilos, un truc comme ça. Il a l'esprit et le corps qui font tout, qui font qu'il avance et qui... Ouais, il est vraiment très 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 fort. La valeur du temps, en tant que parent, pour nos enfants, c'est quelque chose, quoi. Un jour, Christophe a eu un bleu plus important qu'un autre, où il était tombé le soir. Et mon père a dû l'accompagner en toute urgence à l'hôpital. Et je me souviens que mon père, en revenant, a dit « j'ai grillé tous les feux rouges ». Il a un mental qui va avec l'escalade et qui va au-delà de la plupart des grimpeurs. C'est quand même un drôle de bonhomme, Christophe.